Raphaël Yerushalmi, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Nous étions à l'instant avec une habitante de Sderot qui nous expliquait qu'elle était convaincue qu'il n'y avait pas de solution miracle pour régler le problème de la bande de Gaza. Est-ce que vous avez, vous, le sentiment, après les 36 dernières heures, qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'attitude de l'armée israélienne? Est-ce que les ordres sont différents par rapport aux dernières confrontations, au dernier round d'affrontement entre Israël et le Hamas cette fois-ci? La seule différence véritable, c'est que officiellement, nous n'acceptons pas le cessez-le-feu déclaré unilatéralement par le Hamas et les Égyptiens. Nous considérons que les combats peuvent reprendre à n'importe quel moment, et nous considérons aussi que même un ballon incendiaire peut en être la cause. Ce qui reste une inconnue, c'est ce que va décider le gouvernement. Benjamin Netanyahu, de retour des États-Unis, n'a pour l'instant pas pris de mesures exceptionnelles. Il faut dire qu'il y a quand même un grand problème, c'est que nous avons depuis longtemps perdu l'effet de surprise et que tous les membres du Hamas sont terrés bien à l'abri. Il faudra attendre quelques jours au moins pour qu'ils pointent le nez dehors. Est-ce que vous avez l'impression que quelque part dans le cabinet, en tout cas le cabinet restreint s'est pas réuni, mais en tout cas les responsables de la sécurité nationale ont décidé de franchir un palier, de peut-être de se livrer et de reprendre les éliminations ciblées des leaders du Hamas pour tenter de restaurer la force de dissuasion israélienne? Il semblerait effectivement que la requête de plusieurs membres importants des services de sécurité israéliens de retourner à la politique des éliminations ciblées des hauts dirigeants du Hamas fasse son chemin dans les esprits des politiciens. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de solution miracle, il y a quand même une solution qui évite un conflit de grande ampleur, qui est effectivement, au lieu de précipiter des milliers de soldats israéliens contre des milliers de terroristes du Hamas, on peut, d'une façon beaucoup plus ciblée, chirurgicale, éliminer des gens importants de l'organisation terroriste et en handicaper sérieusement le fonctionnement. Lorsque le chef d'état-major, Aviv Kochavi, mobilise des forces, déploie des brigades autour de la bande de Gaza, quelle est son intention à votre avis? C'est aussi une intention dissuasive, mais sans lendemain, c'est-à-dire sans une potentielle entrée terrestre de ces forces à l'intérieur de la bande de Gaza? Oui, on a eu déjà affaire à ce que j'appellerais un petit peu un bluff militaire plusieurs fois avec ce déploiement. Celui qui a lieu actuellement est quand même le plus grand déploiement militaire sur la frontière de Gaza depuis bordure protectrice. Il est aussi fait pas véritablement tout à fait en bluff, dans la mesure où on s'attend vendredi et samedi à des émeutes d'une violence extrême et d'une ampleur beaucoup plus importante que ces dernières semaines, au cessez-du-bois, ce que nous promettent les dirigeants du Hamas. Il y a une inquiétude certaine par rapport au week-end qui arrive. Comment expliquez-vous en fait l'attitude du Hamas? Parce que le fait que l'État d'Israël soit confronté à une situation quasiment sans solution, on en est malheureusement tous conscients. Mais comment vous expliquez cette attitude du Hamas de ces dernières semaines? Ces tirs en direction du territoire israélien, de Tel Aviv, de Mishmeret. Qu'est-ce qui justifie cette situation, cette politique? En dehors de la méthode habituelle de détourner le mécontentement de la population gazaoui vers Israël, car il y a un mécontentement au sein de Gaza sur le plan des conditions de vie, de l'économie, oui. Et en dehors d'un possible ordre de Téhéran, je m'explique très très mal l'intérêt qu'a le Hamas à s'en prendre à Israël. Ils savent que tôt ou tard, s'ils exagèrent, ils vont avoir de toute une opération de grande ampleur. Je ne doute pas qu'à un moment donné, il y a même les politiciens les plus cyniques ne pourront plus hésiter, ne pourront plus éviter une intervention militaire musclée. Donc je m'étonne un petit peu effectivement de cela, mais il faut bien dire que c'est psychologiquement du côté israélien, nous avons perdu toute force de dissuasion. Le Hamas n'a pas peur. Le Hamas pense qu'il peut se permettre certaines choses et il est en train de tâter le terrain, de voir jusqu'où il peut aller.
Et le vrai problème sur le plan stratégique cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas encore pour l'instant en Israël de décision de se débarrasser du Hamas. Car quoi qu'il arrive, même si on fait une opération du type bordure protectrice, il n'y a pas encore une décision comme quoi l'objectif serait débarrassons-nous du Hamas, mettons en place un nouveau régime à Gaza, prenons nos risques, ça peut être pire, ça peut être aussi mieux. Pour l'instant, la conception israélienne, en tous les cas au niveau gouvernemental, c'est laissons le Hamas en place. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a le premier anniversaire de ce que les Palestiniens du Hamas appellent la marche du retour, avec ces fameuses manifestations du vendredi qui durent depuis le 30 mars de l'année dernière. C'est cette semaine. Que peut-on dire des acquis du leader du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, au cours de cette année? Finalement, est-ce qu'il a obtenu quelque chose ou finalement il n'a fait qu'empirer la situation de sa population? Alors, étonnamment, dans Gaza même, effectivement, il n'y a aucun acquis, bien au contraire. Il n'y a vraiment pas de quoi fêter un anniversaire. Il y a eu un échec total de cette opération des marches du retour. Mais étonnamment, en Cisjordanie, en Judée-Samarie, là, il y a une montée du Hamas. Il est beaucoup plus populaire. Donc, les gens qui n'ont pas été impliqués, en fait, dans ces marches du retour et qui ne souffrent pas de la dictature tyrannique du Hamas sur place, donc de l'extérieur, si vous voulez, semble avoir une sympathie plus grande pour le Hamas qui s'en prend aux sionistes, dirons-nous. Donc ils ont des acquis, surtout à l'extérieur, mais en fin de compte, pour la véritable amélioration de la condition du peuple palestinien, c'est un échec total et c'est même bien pire. S'il n'était Israël, les Gazaouis n'auraient plus rien à manger, ils n'auraient plus de médicaments. C'est sûrement pas grâce au Hamas ni à leurs amis arabes. Avec l'intervention des Égyptiens et une petite aide du Qatar, on évite aussi une crise humanitaire. Mais dans l'ensemble, c'est grâce à Israël qu'il n'y a pas encore une crise humanitaire grave au sein du territoire de Gaza. Eh bien, Raphaël Hiroshami, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette situation extrêmement complexe, extrêmement tendue donc dans le sud du pays, dans la bande de Gaza. On verra comment ces prochains jours vont se dérouler. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée, shalom. Bonne journée, shalom. Voilà, il est 8h29. Dans quelques secondes, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et sur les ondes de Radio J à Paris.